Salut Dominique. Hop. Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si vous voyez l'écran. Là, vous le voyez là, c'est bon? Tout le monde voit? On t'entend pas, je t'entends pas du tout, Antoine, mais j'imagine que oui. Tu me fais un signe de oui. Ok, parfait. Très bien. Bonjour, bonjour tout le monde. Moi, je suis Patrick Plaisance. Je vais aller vite pour pas qu'on perde du temps. Je vais vous parler de la prise en charge de préhospitalaire de l'arrêt cardiaque. Et tout de suite, pour pas perdre de temps, c'est ça. C'est pendant que je me présente, si vous voulez éventuellement euh, euh, scanner le QR code, ça serait pas mal. Voilà. Alors, moi, je suis Patrick Pézan, je suis de Paris, je suis à l'hôpital Lariboisière au niveau de la gare du Nord. Je coordonne un service d'urgence. Au départ, je suis anesthésiste réanimateur et je coordonne un service d'urgence avec son SMUR et une polyclinique qui est une passe. Euh, voilà. Et donc, on va discuter un petit peu de tout ça. J'en vois déjà a priori 14 qui sont connectés, 15. Je ne veux pas perdre trop de temps parce qu'on m'a dit d'être un peu dynamique et comme d'habitude, je fais toujours du dynamique comme cela, mais il faut que j'essaye de tenir un petit peu le timing. Donc, pour ceux qui veulent, entre guillemets, jouer, eh bien, allez-y, n'hésitez pas. Euh, on va démarrer, puis on timera les questions. Comme c'est de l'arrêt du cœur, ça tombe bien parce qu'il faut aller vite dans l'arrêt cardiaque. Donc, pour ce qui est des réponses aux questions, on timera ça euh, pour, euh, pour qu'on ait le temps de tout faire. Voilà, bon, j'en ai 19 sur 30 quelque chose, sur 36, eh ben, on va dire que c'est déjà pas mal. 20 même. Hop, allez, c'est parti. D'autres pourront se connecter parce que je n'ai pas bloqué les affaires hein, s'ils le veulent, hein, entre-temps. Alors, donc, vous prenez en charge hein, en SMUR un patient qui a 62 ans, il est à son domicile. En fait, oui, les pompiers sont déjà sur place et le chef d'agrès vous dit que son équipe est partie avant vous, donc sur un patient, c'est ce patient-là qui a une douleur thoracique. Cette douleur thoracique s'est accentuée pendant le trajet. Il est demi-assis dans son lit. Il a à peine le temps de vous dire son nom. Il perd connaissance brutalement. Il perd connaissance brutalement en se mettant la main à la poitrine. Il a des mouvements cloniques généralisés peu amples. Et il a une bradypnée très bruyante. Notez ces éléments. Question. Vous suspectez un arrêt cardiaque sur quoi par rapport à ce que vous avez comme élément? À cause de ses mouvements cloniques généralisés, à cause de sa bradypnée très bruyante, parce qu'il ne réagit pas à une stimulation que vous lui faites, parce qu'il n'a pas de pouls radial, parce qu'il n'a pas de pouls carotidien, parce qu'il a une mydriase bilatérale. Plusieurs réponses sont possibles. Alors, je rappelle qu'on va timer le truc. Donc, les premiers, normalement, comme c'est une compète, puisqu'à la fin, il y aura un gagnant, si vous avez mis le pseudo, eh bien, c'est Antoine et Samy qui se chargeront de vous donner un cadeau superbe. Ça, c'est la surprise pour eux. Alors, je vais attendre au moins 15. Donc, il faut aller vite, aller vite, aller vite, aller vite, aller vite, parce que c'est l'arrêt du cœur et le diagnostic. Donc, voilà quoi. OK, qu'est-ce que vous m'avez mis comme réponse? Allons-y. Alors, la plupart d'entre vous me dites oui, réaction-stimulation, on va voir ça. Pas de réaction, plutôt une stimulation. Là, deuxièmement, une broie-dypnée très bruyante. J'imagine que vous voyez ce que je veux dire. Pas de pouls carotidien est le troisième élément. Le pouls radial, certains le prennent à 24%. Et puis sinon, les mouvements cloniques ne vous intéressent pas, la mydriase bilatérale non plus. Alors, si on fait un petit peu le résumé de tout ça, il y a deux signes et deux uniquement qui doivent permettre de reconnaître, pour qui que ce soit, y compris nous, docteurs, l'arrêt cardiaque, à savoir pas de conscience, donc il ne réagit pas, il ne bouge pas, et pas de respiration ou une respiration très bruyante qui s'appelle le gasp, que vous connaissez. En tout cas, vous avez peut-être entendu parler de ça. Le gasp, attention, ce n'est pas une bradypnée, c'est une bradypnée, mais enfin, c'est un élément réflexogène qui n'est absolument pas efficace. Et parce que justement, avant, on disait il faut attendre 10 secondes avant de savoir si éventuellement il y a une respiration ou pas, etc. Eh bien, le GASP, sa définition, c'est une bradypnée, mais inférieure à 5 par minute. 5 par minute. Donc, c'est une toutes les 12 secondes. Donc, si vous n'avez pas ça, c'est qu'il est en arrêt respiratoire.
complet. Si vous avez ça, forcément, dans les 10 secondes, vous n'aurez quasiment rien. Ou si vous avez ça 2 secondes après avoir commencé, eh ben, vous savez que dans les 12 prochaines secondes, il n'y a rien. Donc le GASP, c'est une respiration anarchique, inefficace, qui correspond à l'arrêt respiratoire. Donc ces deux éléments-là uniquement comptent. Le reste compte pas. La mydriase bilatérale, ça compte pas. C'est généralement qu'on s'est fait depuis un moment. Anoxie cérébrale. Le pouls radial, surtout pas, jamais. Dans l'arrêt cardiaque, bien sûr. Le pouls carotidien, il n'y a pas besoin parce qu'il faut qu'il soit déterminé dans les 10 secondes. Et généralement, on met plus de temps que ça, vous et moi, pour déterminer s'il y en a un ou s'il n'y en a pas. On perd du temps. Donc, ces deux éléments-là sont fondamentaux. Retenez bien, pas de conscience, pas de respiration. Alors maintenant, ce patient-là, il est en ventilation contrôlée. Voilà. Un patient, imaginez-le, vous le prenez en charge en secondaire, par exemple, ou alors, allez, on serait dans un contexte réanimatoire, et il est sous ventilation contrôlée. Ce que je veux savoir, c'est que vous me disiez quel est le paramètre le plus important pour faire le diagnostic chez ce patient en ventilation contrôlée d'arrêt cardiaque. Allez, on s'accorde 30 secondes, pas plus. Il faut aller vite. Donnez-moi juste un mot clé, et puis on regarde. Un seul mot chacun. Ok, j'attends encore un petit peu, pas beaucoup. Là, ça devrait fuser là pour tout le monde, là, quelle que soit la réponse, j'entends. Alors, qu'est-ce que vous m'avez mis? Vous m'avez mis ETCO2, CAPME, ETC. Ok, donc j'ai rien à vous dire. Ah, quelqu'un m'a dit pression, je sais pas, pression manuelle, pression. Enfin, bref, tout le monde m'a mis quasiment CAPNO. Eh ben, c'est parfait. Je vais aller vite donc sur la diapo d'après parce que vous avez effectivement parfaitement raison. Quelqu'un qui est sous ventilation contrôlée, vous savez que la SFAR, depuis de nombreuses années, a dit l'ASPO2, c'est bien, mais le TCO2 chez un patient sous ventilation contrôlée en arrêt cardiaque ou pas, c'est important. Eh bien, le TCO2, dans ce cadre-là, est le seul paramètre fiable pour dire que c'est un arrêt cardiaque. On ne peut pas, bien sûr, mesurer son état de conscience, puisque généralement, ils sont endormis quand ils sont sous ventilation contrôlée. On ne peut pas mesurer son état de, de respiration, puisqu'il est sous ventilation contrôlée. Bon, le seul élément, c'est le TCO2. Alors, le TCO2, pourquoi? Simple, c'est que normalement, le TCO2 nous permet de savoir un peu ce que le patient recrache, si je puis dire, exhale ça, c'est plutôt ventilatoire. Les deux poumons étant là, on va dire que ça, c'est la trachée, ça, c'est les éléments veineux bronchiques. Et puis, ça, c'est la circulation systémique, une petite cellule. Quand on est en arrêt cardiaque, il y a très peu d'oxygène qui arrive à la cellule recrache très très peu de CO2, mais on recrache un petit peu quand même. Et donc, ensuite, ça passe par la circulation intrapulmonaire, on va dire, pour sortir en EtCO2. OK. Donc, ça veut dire que quelque part, on a très très peu de CO2 qui sort ici, on n'a quasiment pas de CO2 qui sort des bronches, et donc le TCO2 ici, c'est vraiment ce qui sort de la cellule, donc un élément circulatoire métabolique et pas un élément ventilatoire. Ça compte pas du tout. Voilà pourquoi le TCO2 est fondamental. Le TCO2, baisse brutale égale baisse de débit cardiaque, égale arrêt cardiaque à partir du moment où, bien sûr, on a une spirométrie qui va bien, une pression d'insufflation qui va bien, parce que le respirateur souffle quand même s'il est en ventilation contrôlée. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on fait après? Par définition, c'est diagnostic. Deuxième élément du maillon de la chaîne, c'est massage cardiaque externe, qu'on appelle maintenant compression thoracique, mais ça, c'est pas très grave, c'est de la sémantique. C'est ce qu'on appelle maintenant dans les RCO 2020, qui sont les dernières, le no-no-go. No conscience, no respiration, go, massage cardiaque externe. Ce n'est pas le no-no go, mais le no-no-go, c'est-à-dire que dès qu'on fait le diagnostic, quelqu'un se précipite sur le thorax du patient pour faire du massage cardiaque externe. Pour le faire proprement, je vais vous montrer une petite vidéo juste après, et voilà les paramètres que vous allez regarder pendant la vidéo. Vous allez me dire si la profondeur va bien de la compression, si les bras sont bien, si les genoux vont bien, si la fréquence de compression, ça vous va, si la décompression est bonne ou pas et si le rapport compression sur décompression va bien. Donc ça, ce sont les internes dans notre département de simulation et ce sont les internes d'anesthésie-réanimation et ils jouent à ça. On y va. Alors regardez bien tout. Je vous le mets, on va dire, à plusieurs boucles.
Donc, genou, bras, compression, décompression, fréquence, duty cycle, qu'on appelle temps de compression sur temps de décompression. OK, bien vu. Allez, hop. Donnez-moi quelques réponses, plusieurs pouvant être bonnes. Là aussi, c'est pareil. On y va vite. 11, 13, 15, 15. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Il n'y a pas pour l'instant. 6, 16, 17. Parfait. Je bloque parce que comme forcément après, il y a un gros cadeau pour le vainqueur, on va quand même bloquer les réponses, sinon c'est pas drôle. Alors, un, mauvaise profondeur de compression. Je suis assez d'accord avec ça, on va y revenir. Deux, mauvaise fréquence de compression. J'imagine que vous pensez que c'est un petit peu lent et je suis d'accord avec ça. Mauvais rapport compression sur décompression, on va en reparler. Mauvaise position des genoux, on va en reparler aussi, mais il y a beaucoup moins de gens qui ont dit ça. Mauvaise décompression, beaucoup moins de gens ont dit ça également. Et mauvaise position des bras, ben, on va regarder ça tout de suite, parce qu'on va se reprendre. Ah non, je pensais que je pouvais reprendre la vidéo, mais c'est pas grave, je vais la prendre juste avant à nouveau. Je vais enlever le son. Et vous voyez que la compression, c'est 5-6 cm, c'est pas assez. La décompression, il faut décoller le talon de la main, c'est pas fait, parce qu'il faut une réexpansion du thorax pour que le cœur se remplisse. La diastole, c'est la décompression. Le temps de compression doit être égal au temps de décompression, ce qui n'est pas le cas. Dans ce cadre, le temps de compression ici est court, la décompression est plus long. Par contre, les épaules, c'est plutôt pas mal. Les genoux sont un petit peu à l'Amazone, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est proche du thorax et l'autre qui est plutôt tendu. Donc, c'est pas comme ça qu'on doit masser. Les deux genoux, en tout cas un des deux, doit toucher le thorax du patient. Donc, le bras est à la perpendiculaire normalement du patient. Alors tout ça, on s'en fiche un peu, mais non, on s'en fiche pas parce que l'élément essentiel, c'est le massage cardiaque externe. Tout le monde doit le faire. C'est la circulation systémique, c'est l'oxygénation des organes vitaux, et c'est ça le plus important. Après, le docteur arrive et il met tout ce qu'il faut pour que le patient aille mieux, les médicaments, etc. Et l'intubation potentielle, on va le voir. Mais le plus important, c'est le massage cardiaque externe. Donc en bref, la victime doit être allongée sur un plan dur, le brancard est un plan dur, par terre est un plan dur, le divan d'une maison, puisqu'on est en préhospitalier, ça ne le fait pas, le lit, ça ne le fait pas non plus, il faut mettre ces patients-là par terre, et les lits d'hôpitaux méritent éventuellement une planche dessous, sauf s'ils peuvent être rigidifiables. Bien sûr, s'ils ont un matelas haut, il faut enlever le matelas à haut avant, ou matelas à air, il faut le dégonfler, mais généralement, il y a des boutons pour ça sur les lits modernes. Donc, on met les genoux qui touchent le thorax, la poitrine est dénudée, bien sûr, si on peut. Le talon de la main est au centre de la poitrine. Et bien sûr, on compte à haute voix. Mais le plus important, c'est quoi? C'est 5-6 cm. Donc, en gros, c'est faut masser fort. Fréquence 100 à 120. Je rappelle qu'on masse toujours trop vite. Quand on dit 100-120, on pense que c'est énorme. Mais en fait, on masse plus vite que les 120. Le rapport compression-décompression est égal à 1, donc on masse comme un piston, 1 et 2 et 3, et pas 1 et 2 et 3 et. Et la bonne décompression nécessite qu'on décolle un peu lors de la décompression le talon de la main du thorax. Voilà, alors il y a un autre élément qui est intéressant, c'est qu'on peut également puisque après la compression, il va y avoir la ventilation. On peut aussi travailler sur ces éléments-là en termes de compression, qui est ce qu'on appelle les accéléromètres qu'on a maintenant sur les défibrillateurs modernes. Et ces accéléromètres permettent de mesurer la profondeur de compression et de décompression. Et ici, vous voyez, là, c'est en anglais, mais on a la même chose en français maintenant. Là, c'est un ZOL, mais peu importe, hein, où on a la profondeur qui doit être de 5-6 cm, le rythme qui est entre 100 et 120. Ça, c'est la bonne décompression. Vous voyez, quand l'hologramme, l'histogramme, pardon, où le récipient se remplit, c'est qu'il y a une bonne décompression. Donc là, c'est parfait. Et puis le losange, ça correspond globalement à la qualité globale de enfin du massage cardiaque externe. Donc ça, maintenant, c'est des choses qu'on essaie de faire passer dans les recours pour dire il faut acheter ça. Et puis les petits DEF, mais il faut acheter les DEF avec des accéléromètres.
Autre question. Maintenant, on passe bien sûr à l'autre maillon de la chaîne qui est il faut un défibrillateur. Alors, ça peut être un DSA semi-automatique ou un défibrillateur manuel, ce qu'on utilise beaucoup bien sûr en préhospitalier, mais en préhospitalier, puisqu'on est dedans, les pompiers ont plutôt un DSA. Alors, voilà les questions. Répondez à ces questions. Là aussi, c'est le chrono. Est-il important de mettre rapidement un DSA? Oui, car les recommandations disent qu'il faut le mettre dans 5 minutes, dans les 5 premières minutes de prise en charge. Oui, car ça va nous permettre de savoir s'il faut choquer aux palpations. Non, parce qu'il faut plutôt prioriser les médicaments que la défibrillation. Et non, parce que le principal, c'est de faire des compressions thoraciques, donc du massage cardiaque externe. Je vois que ça a été vite. Parfait. Toc, on est au 16 habituel, 16, 17, 18 même, ça progresse. Hein. Ok, parfait. On arrête là. Et qu'est-ce que... Hop là. Oh bah non. Ah bah non. Ah bah non. Ah bah non, pas encore. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Vous me dites que, un, ça va permettre effectivement de savoir s'il faut choquer ou pas le patient. Donc, je rappelle qu'un patient qui n'a rien, bien sûr, s'il est scopé, il est scopé déjà. OK. Mais s'il n'est pas scopé, c'est ce qui se passe en préhospitalier, on ne met pas, contrairement à un patient qui serait dans le coma ou dans un contexte réanimatoire, les patchs du scope d'abord, mais on met tout de suite les patchs du défibrillateur parce que l'élément scopage, si je puis dire, ça veut dire est-ce que c'est un rythme choquable ou pas. Donc, si on commence à mettre le scope, on va par définition être obligé de mettre les patchs du def après. Donc, c'est un peu ridicule. Donc, tout de suite, le def, je suis complètement d'accord avec ça. Les recommandations disent que c'est dans les 5 premières minutes. Donc, de 50% maintenant, vous pourrez passer à 100% parce que c'est la bonne réponse. Effectivement, les médicaments n'ont pas d'intérêt majeur au départ. Et bien sûr, ce n'est pas à cause des compressions thoraciques. Bien sûr, les compressions thoraciques sont à faire en première attention, puisque le no-go, c'est le go tout de suite. Mais ce n'est pas ça qui va faire en sorte que le DEF, on ne va pas le mettre. Donc, en gros, ce qu'il faut qu'on cherche, c'est pour ça que j'appelle ça le premier médecin, c'est le DEF. Le DEF est l'élément le plus important à mettre en place. Pourquoi? Parce que surtout en préhospitalier, dans 25 à 30 des cas, le premier rythme qu'on a chez un patient, c'est l'AFV, la fibrillation ventriculaire. Il faut savoir que la fibrillation ventriculaire est un très bon pronostic, 40% de survie, et que si on tarde un peu, on va passer très rapidement, dans les 5 prochaines minutes, voilà pourquoi dans les 5 premières minutes, il faut un DEF, eh bien, à l'asystolie qui est à 2-3% de survie, donc quand même plus grave sur le plan du pronostic. Le problème, c'est que l'AFV, elle est éphémère, la preuve, 3 à 5 minutes après, il n'y en a plus. Voilà pourquoi il faut choquer le plus rapidement possible. Voilà pourquoi les recos disent globalement, si choque it, on la voit, on la choque. Et l'élément important, voilà pourquoi le no-go est extrêmement important pour le go, c'est que plus rapidement on masse, eh bien, plus on prolongera la durée d'une fibrillation ventriculaire. C'est-à-dire que si on tarde à masser alors qu'on a fait le diagnostic, très rapidement ça se transforme en asystolie. Par contre, si on commence le massage cardiaque externe, on peut prolonger la durée de l'AFV, donc la durée d'un meilleur pronostic. Alors, un pompier pratique immédiatement les compressions thoraciques et l'autre s'apprête à armer, je dis bien armer, le défibrillateur. Pas choqué, mais armé. Et ce dernier lui dit, non, 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 arrête les compressions thoraciques parce que là, je vais armer et donc il faut que tout le monde s'éloigne du patient. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? 14 rapidement, c'est bien. 15, le record était à 18, je restais là. Hop, 16. Ah bah, quasiment tout le monde est unanime pour dire qu'effectivement, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Ça veut dire que, bien sûr, pendant que le défibrillateur arme, il faut absolument continuer le massage cardiaque externe. C'est uniquement au moment où on va choquer qu'on arrête les manœuvres de compression thoracique, donc de massage cardiaque externe. D'accord? Donc, il faut systématiquement pendant la charge masser, ça, c'est important, interrompre le massage cardiaque externe le plus courtement possible, parce que c'est à ce moment-là, bien sûr, où il n'y a pas de circulation ni de perfusion
de pression de perfusion coronaire ni cérébrale, donc pas plus de 5 secondes pour choquer. Et il n'y a pas de risque particulier si jamais il y a un choc qui est fait alors que quelqu'un touche encore le patient ou je ne sais quoi. C'est ce qu'on nous a appris petits, nous, les plus anciens, mais ce qui maintenant est complètement obsolète. Il n'y a pas d'accident majeur par rapport à ça. Il faut savoir que même si on est sur un thorax en train de masser, donc relativement près des éléments de choc électrique externe, quoi, hein, de choc, eh bien, on se prend une petite châtaigne, c'est tout. L'idéal, c'est d'avoir des gants, bien sûr, non stériles pour faire propre et qui réduisent, bien sûr, le côté continuité de l'électricité. Donc, ça réduit, bien sûr, les affaires. Donc, ça, c'est bien. Mais même sans gants, on y arrive. Vous êtes à la tête du patient, vous avez le bas-vu. Un jeune pompier vous demande à quelle fréquence il faut ventiler. Donc, à quelle fréquence vous allez ventiler ou vous ventilez ce patient. Il rêve d'apprendre plein de choses de votre part. Et vous allez lui répondre ça. Vous lui dites chaque insufflation dure 1 seconde, oui, non. Il faut insuffler 2 insufflations de Princess, c'est-à-dire délicates, pour 30 compressions. Ou alors, c'est une insufflation toutes les 10 compressions thoraciques lors d'une décompression thoracique. Ou alors, c'est 2 insufflations pour 30 compressions thoraciques en appuyant bien fort sur le bas-vu parce qu'il faut quand même lui donner beaucoup d'oxygène. Je suis à 10 réponses. On va s'arrêter là. Hop, je bloque. Alors, vous me dites quoi? Vous me dites c'est bien de faire 2 insufflations douces pour 30 compressions thoraciques. Mais enfin, vous êtes 59% hein, seulement. Par rapport aux 35% qui me disent oui, mais faut masser plus fort. Donc finalement, il y a une complémentarité entre ces deux réponses. Forcément, l'une des deux est la bonne. Euh, Personne ou quasiment un qui s'est échappé pour dire une insufflation pour 10 compressions thoraciques lors de la décompression thoracique. On va en reparler. Et tout le monde n'est pas d'accord pour dire que chaque insufflation dure 1 seconde. Eh bien, dans les réponses, c'est quoi? C'est que effectivement, il faut faire 2 insufflations, c'est un 32, hein, vous connaissez ça par cœur, je pense, pour 30 compressions thoraciques, sauf que les insufflations doivent être douces. Donc la princess, c'est ça qu'il faut faire. L'insufflation, effectivement, dure 1 seconde. Bien sûr, tête en hyperextension, rien dans l'oropharynx. Sinon, on prend une petite magie et puis on enlève ce qu'il faut si éventuellement c'était une fausse route. Et on insuffle léger, puisque les recommandations disent qu'il faut insuffler pour que le thorax commence à se soulever. Hein, bien souvent, on masse beaucoup trop, et donc avec les risques de reflux gastrique et d'autres éléments d'effets secondaires qui sont néfastes quand on insuffle trop, et le monde entier insuffle trop. On a parlé du massage cardiaque externe tout à l'heure pour dire, quand on masse, il y a des accéléromètres, c'est super génial. Bah, maintenant, on travaille sur des appareils qui monitorent l'insufflation, et ça commence à sortir. Là, bah, c'est une petite démonstration de la Princess, vous voyez, tasse de thé de 5 heures. Donc ça, c'est pour dire, on insuffle léger, on insuffle juste pour que le thorax se soulève, le début du soulèvement du thorax, et hop, c'est fini. On ne va pas plus, à partir du moment où on regarde l'abdomen et qu'il commence à se soulever, bah, c'est que le diaphragme forcément pousse dessus, c'est que l'air est rentré dans le thorax, ou l'oxygène est rentré dans le thorax. Ça, c'est un élément important. Par contre, pardon, j'enlève le son, par contre, on peut aussi faire une ventilation et un massage à 4 mains, en tout cas une ventilation à 4 mains. Et vous voyez que là, il n'y a pas d'interruption, ça l'intérêt, il n'y a pas d'interruption, pas du tout de massage cardiaque externe, et que toutes les 10 compressions, hop, sans s'arrêter de masser, vous voyez, eh bien, hop, on peut faire hop, de l'insufflation lors de la décompression. Donc ça aussi, c'est dans les recommandations, et c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Donc c'était aussi une bonne réponse. Plus complexe, et ça s'apprend, ça s'apprend. Alors maintenant, les réanimateurs que vous êtes ont intubé ce patient, ils sont contents. Vous allez reprendre au bas-vu en attendant qu'on vous prépare le respirateur. Donc vous êtes au bas-vu, patient intubé dans le bon trou. Comment vous coordonnez avec la personne qui masse?
Vous insufflez toutes les 10 compressions thoraciques, oui, non. Vous insufflez, bah, voilà, quand vous pouvez, quoi, pas que ça à faire non plus. Vous insufflez enfin, 10 fois par minute. Donc, la fréquence est 10 fois par minute. Et vous restez, ou alors, pardon, vous restez synchronisé comme avant intubation, en faisant du 32, c'est-à-dire 32 insufflations en une seconde, et puis 30 compressions thoraciques. Plusieurs réponses peuvent éventuellement être possibles. Nous sommes à 14 réponses et je vais arrêter là. Hop. C'est pas super là, tout le monde n'est pas, voilà, il n'y a pas un gros truc qui arrive. L'élément que je vous ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire que j'insuffle 10 fois par minute, eh bien oui, on va voir que c'est complètement vrai. Dans l'arrêt cardiaque, que ce soit avec un respirateur, un bavure, peu importe, c'est 10 par minute au plus, pour éviter les interactions cœur-poumon et limiter les effets néfastes sur la pression de perfusion coronaire de par cette interaction cœur-poumon. Vous me dites, bah, je reste synchronisé pour certains d'entre vous, 40% à peu près. Je fais du 32, je peux continuer, il n'y a pas de raison que je ne continue pas comme ça, on va en reparler. Certains font, j'insuffle toutes les 10 compressions thoraciques. OK. En sachant que quand on fait du 100 à 120 par minute, vous avez vite compris que ça correspondait exactement à j'insuffle 10 fois par minute, donc c'est pareil. Donc les deux réponses, normalement, sont identiques. Vraie ou fausse, eh ben, on sait que celle-là est vraie, celle-là est vraie également. Et puis bien sûr, j'insuffle quand je peux, ça c'est pour rigoler comme les deux qui ont également coché la réponse. Quelle synchronisation? Eh bien justement, quand un patient est intubé, ce n'est plus du 32, on fait de l'asynchrone. Avant, on est synchrone, 32, 32. Après intubation, on est asynchrone. On arrive sur de la réanimation qu'on appelle spécialisée, alors qu'avant, c'est de la réanimation de base. Et donc, on fait des insufflations 100-120 par minute, des compressions thoraciques 100-120 par minute, complètement indépendantes. On n'arrête pas, on n'arrête pas, on n'arrête pas, on ne s'arrête plus. Et la ventilation est donc de 10 par minute en fréquence. Voilà, alors après, bon, on a intubé, ok, mais est-ce que c'est important? La France adore ça, le SAMU adore ça, nous, on adore ça, mais il y a beaucoup d'études, enfin quelques études qui ont montré, et les recours justement sont dubitatifs par rapport à ça, je vais vous le décrire juste après, notamment une étude ici, qui est une étude du professeur Fred Adnet, qui est maintenant le responsable du SAMU de Paris, Patricia Jabre, qui travaille beaucoup au SAMU de Paris pour beaucoup de recherches, eh bien, ils ont montré il y a quelques années dans le JAMA que finalement, ce n'était pas si évident que ça. Nous, on était plutôt pour on intube parce que ça va être mieux, pour les conséquences sur la mortalité, pour les conséquences sur les effets secondaires, infectieux potentiels, inhalation, etc. Eh bien, c'est pas si évident que ça. Les recos disent donc maintenant, quel que soit le contexte, en fait, il faut savoir où on en est. Soit on est dans un contexte où en préhospitalier ou en intra, eh bien, on sait faire. On sait faire, on a un tube facile, etc. Dans ces cas-là, pourquoi pas? Un dispositif supraglottique ou alors l'intubation orotrachéale. Par contre, si on est dans un contexte plus complexe, pour l'intubation, on peut parler par exemple en hospitalier des paramédics, des choses comme ça, eh bien, on est plutôt dans du dispositif supraglottique. En fait, rien n'est déterminé pour dire c'est vachement bien de faire de l'intubation, ce le temps qu'on sait parfaitement, et ça on le voit aussi en simulation, que quand on commence à faire l'intubation, on peut très bien arrêter les mouvements de massage cardiaque externe, plus de perfusion coronaire. Ça peut durer un certain nombre de secondes et ça, c'est pas bon du tout pour le pronostic patient. Donc, si on intube en n'arrêtant pas le massage cardiaque externe. Alors là, c'est aussi pour vous, parce que c'est une infirmière qui va faire, mais bon, une voie veineuse, on va la poser. Et l'infirmière, elle est du SAMU, elle est toute ravie parce que c'est sa première et tout, très contente, elle va être proactive, donc elle vous prépare un petit G5 avec une tubulure, un petit cathlon de 18, et met ça sur le dos de la main. Et puis, elle va vous préparer. Alors, elle n'a pas de robinet sur la tubulure, je précise. Et elle va préparer de la cordarone et de la noradrée en seringue, etc. Est-ce qu'il y a eu des erreurs? Une, deux, trois, quatre ou cinq? Bah, déjà, vous savez qu'il y en a peut-être déjà une, au moins. Elle met du G5, elle met un cathlon de 18 gauche, ça sur le dos de la main. Elle n'a pas de de robinet. Il y a de la cordarone, il y a de la noradrée. Je m'arrête à 10, 12. Allez, soyons fous. On passe à 14.
quelles sont les réponses? Eh bien, pour un certain nombre d'entre vous, 4. Alors déjà, est-ce qu'elle met du G5? La réponse, bien sûr, est non, on va le revoir après. La tubulure, why not? Le cathlon 18 gauche, ben, c'est très bien si elle trouve une voie. La première attention, généralement, c'est le dos de la main pour, ou en tout cas l'avant-bras, pour les paramédicaux. Là, c'est le pli du coude. Pourquoi? C'est le plus proche possible du cœur. Et il y a une technique que je ne vous apprendrai pas là parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais que personne ne fait et qui est par exemple le lever de bras une fois qu'on a mis l'adrénaline, parce que ça sert non pas à remplir, mais à mettre les médicaments, la perfusion, le flush, le retour à un débit normal et le reposer du bras le long du corps. Donc, ça, c'est des choses qui s'apprennent et que les gens ne connaissent pas. Et bien sûr, ce n'est pas de la noradrénaline, mais c'est de la adrénaline, qu'on va le voir après, qui est important. Donc, le G5, attention, pour tout ce qui est patient vivant avec les membranes cellulaires tout à fait actives, ATP, ASIC, etc., tout va bien. À partir du moment où on est mort, il n'y a plus ça, et donc il y a forcément une loi d'action de masse qui fait en sorte que le G5, qu'on file beaucoup, va passer forcément dans le cerveau à un moment donné, dans la circulation cérébrale, et la différentielle de concentration va faire en sorte que le G5 va se retrouver dans le tissu, puis dans les cellules, va et faire éclater les cellules, les mettre en anoxie complète et donc le G5 comme l'AVC grave, comme le trauma crânien grave, tout ça, c'est pas bon. Le G5 dans l'arrêt cardiaque, c'est du sérum. La noradré, bien sûr que non, puisque c'est l'adrénaline qu'il faudra utiliser. L'adrénaline, c'est pour tout le monde, de façon immédiate, que les rythmes soient choquables ou non choquables, ce n'est pas un problème. Et c'est 1 mg toutes les 4 minutes. On le reverra dans les algorithmes de fin. Les meilleurs moyens pour monitorer l'hémodynamique en massage cardiaque externe, quels sont-ils? Oh oui, réanimation cardio-pulmonaire. Quels sont-ils? C'est-à-dire que hémodynamiquement, quels sont les éléments qui vous permettent de dire on est bien sur le plan, on est pas mal sur le plan hémodynamique, voilà, parce que voilà. Donc, est-ce que c'est une pression artérielle invasive systolique? On peut mettre ça en préhospitalier, on fait bien de l'ECMO, donc on peut faire ça. Est-ce que c'est la pression invasive mais diastolique? Est-ce que c'est la pression invasive mais manuelle? Moyenne, pardon, pas manuelle, moyenne. Est-ce que c'est la courbe de SAT? Est-ce que c'est le TCO2? En sachant que potentiellement, plusieurs réponses peuvent être possibles. Alors, 10, 11, 12, 13, 14, 16, c'est pas mal. OK, j'essaye là. Bon, le TCO2 arrive en première intention. C'est bien. C'est bien parce que c'est frais, c'est non invasif et c'est obligatoire de toute façon de poser cet ETCO2. On a vu que c'était le référent hémodynamique important euh, dans le monitorage. Tout à fait. La pression artérielle, oui, mais ce n'est pas la moyenne, puisqu'on s'intéresse beaucoup au coronaire, et comme vous le savez, les coronaires sont perfusés en diastole, donc c'est la pression artérielle invasive diastolique qui compte. Et la SPO2 compte absolument pas. De toute façon, il n'y a pas d'SPO2 dans l'arrêt cardiaque parce qu'il n'y a pas de flux périphérique pour avoir une SPO2. Donc, la pression artérielle diastolique invasive est fondamentale. Oui, ça fait un moment que on sait ça et qu'on a étudié ça et que c'est corrélé à la survie, au moins 35 millimètres de mercure. Que le TCO2, bien, on l'a vu également, c'est du 2A dans les recommandations, donc c'est très fort en termes de recommandations, parce que c'est corrélé à la survie, au débit cardiaque, à la survie et à la pression de perfusion coronaire. Alors maintenant, on a parlé un petit peu, non, on n'a pas parlé encore des machines à masser. Alors quelquefois, c'est bien d'avoir une machine à masser pour certaines indications. Il y a deux types de machines à masser hein, que vous connaissez sûrement. L'autopulse, qui est un grand bandeau, si je puis dire, qui comprime le thorax de façon homogène sur ses deux tiers antérieurs. Et puis, il y a la Lucas qui est un équivalent de compression-décompression active, qui est une ventouse qui est censée faire de la compression et de la décompression active pour améliorer la diastole. C'est sur les deux machines qu'on a. Eh bien, les recommandations disent qu'il est raisonnable en alternative, dans certains cas particuliers, d'utiliser
Ce genre de machine, c'est quoi ces cas particuliers? C'est une équipe en faible nombre où le massage avec externe, ça va être compliqué de le faire de façon, euh, je dirais, manuelle et qualitative, alors que la machine a toujours le même rythme. La RCP prolongée, on parlait de l'hypothermie tout à l'heure, si on n'a pas encore la chance d'avoir l'ECMO, la réanimation qui va bien et qu'on est très loin d'une base, si on est en hospitalier, c'est bien de pouvoir continuer l'AREA avec une machine pendant que l'ambulance roule, puisqu'il est impossible de faire de la réanimation cardiopulmonaire dans une ambulance qui roule. Inefficacité complète du massage cardiaque externe et extrême dangerosité. En salle de cathé, maintenant les cardiologues font ça très très bien, ils peuvent mettre leur cathé, déboucher les artères, alors que les machines continuent à masser, c'est comme si c'était un peu un corps battant, donc ça c'est très bien. Et puis, préparer éventuellement l'ECMO, c'est aussi une indication. Enfin, joie, vous avez récupéré ce patient après 18 minutes de réanimation cardio-pulmonaire. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Systématiquement administrer un vasopresseur pour maintenir une bonne hémodynamique, maintenir une TCO2 à 35 mm de mercure, mettre une SPO2 à 100% pour maintenir une bonne oxygénation, démarrer l'hypothermie avec des perfusions de sérum FIFROID. Ça, on est toujours en pro-hospitalier. Qu'est-ce que vous faites? 14. On va s'arrêter à 14. Alors, oui, alors le TCO2, fondamental. Mais seulement vous avez été un tout petit peu, voilà, restreint dans autre chose. Euh, mais vous avez raison, parce que c'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Le vasopresseur systématique, bien sûr que non. Si la bonne hémodynamique est là, eh bien, c'est parfait. Toujours préparer, ceci dit, le médicament qui va bien. On était plutôt sur de l'adrénaline avant, on est plutôt sur de la noradrénaline post-réanimation cardio-pulmonaire. Donc préparez-la, mettez-la sans à la seringue électrique, mais bien sûr tout arrêter, ce qui fait que si éventuellement, ce qui arrive relativement souvent, il y a une baisse d'hémodynamique après qu'on ait récupéré ce patient, dû au starter adrénaline, au dernier starter adrénaline qu'on a administré, attention, on n'aura pas le temps de le faire. Donc préparez les affaires toujours en amont. J'avais un patron qui me disait être toujours en amont de l'événement. La SPO2 compte pas, et c'est sûrement pas à 100%, on va en reparler. Et puis l'hypothermie, on en a parlé tout à l'heure. La réponse est non. Alors, qu'est-ce qu'on fait après un retour à la circulation spontanée? Eh bien, tout d'abord, la pression artérielle, eh bien, pour aller vite, si je puis dire, c'est quoi? C'est la pression post-récupération. C'est soit la pression habituelle du patient, ce qui est parfait, soit au moins, les recommandations disent 100 mm de mercure de systole. S'il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. S'il y a besoin, à ce moment-là, on mettra, oh, pardon, on mettra le vasopresseur. OK? Toujours donc mettre en IVSE, en stand-by, ce vasopresseur qui est la noradré. Ensuite, est-ce qu'on met de l'oxygène à fond? Eh bien, la réponse est non. On s'aperçoit que ici, on a la survie des patients avec les gens qui sont normoxémiques, les patients, et les patients qui sont hyperoxiques, c'est-à-dire qu'on a donné de l'oxygène à fond pour qu'il soit bien à 100% d'oxygène. Eh bien, on s'aperçoit que la mortalité, les éléments que vous connaissez, ce n'est pas uniquement dans l'arrêt cardiaque, ne nécessite pas de fait de donner beaucoup de FiO2. Il faut une SPO2 entre 94 et 98%. La température, eh bien, on en a parlé tout à l'heure un peu avec Dominique Savary. Donc, on est plus euh, dans une hypothermie, dans un contrôle thermique entre 32 et 36 degrés. Voilà, il vous en a parlé déjà, donc je n'irai pas plus loin. Je vais terminer par l'algorithme global. L'algorithme global qui reprend tout, c'est un patient en arrêt cardiaque quand il n'y a pas de réponse, quand il a une respiration qui est à zéro ou en gaz, fréquence à 5 par minute. On démarre tout de suite le go. No, no, go. Le go, c'est du 32. On commence par les compressions en faisant du 30 et puis en alternance. On va chercher très rapidement le défibrillateur. On se fiche du scope, sauf s'il est scopé en amont. On réduit bien sûr les interruptions
de réanimation cardio-pulmonaire, donc de massage cardiaque externe. On analyse alors le rythme. Soit le rythme est choquable, c'est simple, un choc, 2 minutes de réanimation cardio-pulmonaire, et toutes les 2 minutes, on fait un choc, on change de masseur, on fait 2 minutes de réa, etc., etc., etc. Attention, si un patient est devant vous, il a déjà ce qu'il faut en termes de ce que c'est un infarct ou je ne sais quoi, et vous avez déjà mis les pages parce que vous êtes prudent, ou alors il s'arrête devant vous alors qu'il vous parle, et le cas de ce patient, on peut faire d'emblée 3 chocs. D'emblée, choc, bim, 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 3 chocs d'emblée à fond, c'est-à-dire à 150 joules quand on a un défibrillateur biphasique. Si on est dans un rythme non choquable, c'est facile, soit c'est de la systolie, soit c'est de l'activité électrique sans pouls, eh bien, c'est encore plus simple. On fait 2 minutes de réanimation cardio-pulmonaire et on change toutes les 2 minutes. Toutes les 2 minutes, il faut savoir qu'il y a quelque chose, le rythme ou les éléments périodiques d'un massage, d'une réanimation cardio-pulmonaire, c'est toutes les 2 minutes, il y a un truc à faire. Toutes les 2 fois 2 minutes, qu'est-ce qu'il y a à faire? Eh bien, adrénaline tout de suite maintenant, si dès qu'on a mis une voie veineuse, OK? 1 milligramme toutes les 4 minutes, on n'augmente pas les doses toutes les 4 minutes, donc c'est tous les 2 cycles. Et l'amiodarone, c'est après le troisième choc, seulement si on est sur un rythme choquable, FV ou TV sans pouls, 2 ampoules, c'est-à-dire 300 milligrammes, puis le coup d'après, une troisième ampoule, 150 milligrammes. Ensuite, on arrêtera si on continue à avoir de la fibrillation ventriculaire ou quel que soit le rythme, on continuera avec de l'adrénaline. Je vous ai parlé de tout ce qui était post-réanimation avec la SPO2 et le TCO2 normal, etc. Donc, j'y reviens pas. Attention aux causes réversibles qui doivent être traitées en même temps qu'on fait le symptomatique, c'est-à-dire réanimation cardio-pulmonaire. Les 5H5T ou 4H4T, peu importe. Hypoxémie, hypovolémie, hypo ou hypercalémie et hypothermie. Et puis, les thromboses coronaires infarctus ou SCA pulmonaire, c'est l'embolie pulmonaire, la tamponnade, 2 types de tamponnade, gazeuse pneumothorax, liquidienne cardiaque, et bien sûr les toxiques, notamment les cardiotoxiques. Et on termine par ce qui est très important, c'est le débriefing. La simulation est importante, mais même les cas que vous avez dans la vraie vie, il faut idéalement, ça c'est les recommandations également, eh ben, les débriefer et si possible les débriefer à chaud. C'est comme ça qu'on apprend et c'est comme ça qu'on améliore sa performance. En conclusion, eh bien, attention, n'oubliez pas, je ne vous ai pas parlé des convulsions, me semble-t-il, je ne sais plus. Les convulsions qui est une alerte au diagnostic d'arrêt cardiaque au départ. Souvenez-vous que ce patient, il avait des petites trémulations et ça, c'est un premier signe potentiel d'arrêt cardiaque. Alors, ce n'est pas la crise d'épilepsie, ce n'est pas le toxico ou l'alcoolique qui fait la crise convulsive ou autre, peu importe, puisqu'il va respirer après, mais encore faut-il qu'il respire après. Donc, s'il ne respire pas après, on démarre les affaires. Or, la convulsion peut être un premier élément de il ne respire pas après. On monitore la qualité de massage cardiaque externe avec le rétroaction et les DEF qui vont bien avec les accéléromètres. Il faut absolument les compressions thoraciques tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. La partie compression thoracique sur toute la réanimation cardio-pulmonaire, c'est au moins à 60%. L'oxygénation, bien sûr, du patient, pas forcément l'intubation oro-trachéale. On monitore avec le TCO2 qui est le paramètre le plus important. Rappelez-vous que le pronostic va bien si, ou va pas bien si après 20 minutes, on est toujours à 10 mm de mercure de TCO2. C'est un très mauvais pronostic. Rappelez-vous aussi que si vous êtes dans l'invasif, la pression artérielle diastolique est un élément important. L'adré, 1 mg toutes les 4 minutes. L'accord d'Aaron après le troisième choc. Et puis en post-RAX, là, le contrôle de l'hypothermie, ou de la température plutôt, le 94-98% de SAT, le TCO2 normal, la tension qui va bien à plus de 100, le débriefing et les formations. Je vous remercie. Si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Merci beaucoup, Patrick, c'était très, très clair, très instructif. Je vois qu'il y a déjà une question, je ne sais pas si tu la vois, 2 questions. Non, pour l'instant, non. Je vais enlever mon partage, peut-être c'est mieux. Voilà. Alors la première, je te la lis. Oui. Juste après un choc, doit-on masser directement, même si la fibrillation
ventriculaire peut être réduite? Point d'interrogation. Alors après un choc, on reprend directement le massage cardiaque externe. Tout de suite, on n'arrête pas. Sauf si on voit d'emblée qu'il y a un rythme, si on est sur un DEF manuel, ce qu'on a en réanimation ou en préhospitalier. Et si on voit tout de suite un rythme, à ce moment-là, on peut bien sûr arrêter le massage cardiaque externe et voir si on a des signes de vie. Si on n'a rien, on ne prend pas de pouls, on ne prend rien du tout, on redémarre le massage cardiaque externe. Encore une fois, ce n'est pas grave si pendant 1 minute, on masse un cœur qui reprend tranquillement son allure, ce n'est pas du tout un problème. Donc, on masse tout de suite après le choc électrique externe, sauf si on voit tout de suite un rythme. Ah, tu es frisé, on dirait, je pense, Antoine. Donc, je vais continuer. C'est impatience-scopée présente. Quel intérêt effectué? Ah oui, un coup de poing sternal, ça va être ta deuxième question, je pense. Il n'y a plus de raison de faire de coup de poing sternal. Avant, le coup de poing sternal, c'était l'équivalent d'un choc électrique externe. Maintenant, il n'y a plus besoin de ça. Il n'y a plus besoin de ça. On a fait aussi le coup de poing sternal correspondant à la grande bradycardie et l'équivalent d'un entraînement électrosystolique externe. On faisait ça avant aussi, en ayant un rythme environ à 70 par minute. Je peux peut-être voilà, remettre aussi, voilà, à 70 par minute, mais maintenant ça n'a aucun intérêt, donc on ne fait plus ça. Est-ce que le contrôle thermique reste indiqué, quel que soit le rythme et l'étiologie? Bien sûr, oui, oui, quel que soit bien sûr, oui, oui, tout à fait. Le contrôle thermique, c'est le contrôle thermique, quelle que soit la cause, tout à fait. Et le type de rythme au départ. En cas de RAS, quelle est la place de la sédation, notamment chez les patients intubés? Est-il les médicaments à privilégier? Non. Les médicaments sont ceux avec lesquels vous êtes, en tout cas dans les premières minutes ou à la première heure, les plus habitués, hein. Donc, c'est pas un souci. Et c'est bien de garder cet élément sédatif parce que ces patients-là ont eu quand même quelques belles minutes d'effort, si je puis dire, fait par nous, mais aussi eux. Et c'est bien de les laisser endormis, qu'il n'y ait pas une augmentation trop importante de consommation d'oxygène. Qu'est-ce qu'il y a après? C'est tout? Non. Y a-t-il des données sur la durée de RCP avant l'arrêt? Alors, les données, c'est le Maastricht, hein. Les recommandations disent, bah voilà, le Maastricht, ça commence à 30 minutes. Quand est-ce que on commence à se poser la question de savoir si éventuellement c'est plutôt du don d'organes, parce que ça vaut le coup, il est jeune, avec la cause de l'arrêt cardiaque potentiel, coronarienne ou autre, c'est 30 minutes. Donc, les recommandations disent, eh bien, normalement, on masse au bout de 30 minutes et puis après, on voit. Alors, il y a deux éléments. Le premier élément, c'est qu'on va sûrement masser moins que ça si on a euh, euh, comment dire, des éléments correspondant aux antécédents du patient. C'est-à-dire qu'un patient qui est en fin de route, qui est reconnu et connu pour ça, ou s'il a donné des consignes particulières pour ne pas être réanimé, ça c'est la famille qui pourrait vous le dire, prouver à ce moment-là, on arrêtera avant. Et puis, dans des contextes où, de toute façon, ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup, c'est-à-dire un patient qui est dans un contexte, alors les recommandations sont assez, comment dire, font attention à ce qu'elles disent. Bon, en gros, c'est la tête là et le corps à 2 mètres. C'est sûr que là, ça va être difficile. Ou alors, il est complètement carbonisé. C'est sûr que là, ça ne vaut pas le coup. On ne le fera pas. Mais à part ces quelques indications qui sont notées dans les recommandations, il faut faire la réanimation sur 30 minutes et voir. Et puis après, il y a les éléments qui vont nous permettre de dire justement par les causes potentielles d'arrêt cardiaque que ça vaut le coup de continuer. Et en préhospitalier, puisqu'on était dans ce contexte-là, eh bien, alors qu'avant, on laissait plutôt sur place, comme on dit, eh bien, maintenant, on va se débrouiller, soit pour de l'ECMO, quand on peut demander à la régulation du SAMU, quand on a la chance, comme à Paris, d'avoir ça, eh bien, de demander s'il y a des indications particulières. Mais l'indication de l'ECMO, on la fera dans les 10 premières minutes, le temps qu'ils arrivent. Donc, il faut se poser la question très, très vite par rapport à l'ECMO. Mais sinon, pour amener les patients en réanimation, alors je ne parle pas que de l'hypotherme, je parle de l'intoxication par exemple, eh bien ça vaut le coup de continuer dans certains cas, vu avec la régulation et avec les réanimateurs qu'on a de toute façon à distance grâce aux régulateurs, ça vaut le coup de prendre la planche à masser et d'aller en réanimation et ensuite on verra. Très bien. Voilà. Merci beaucoup encore, Patrick, pour
ce super topo. Et puis, s'il n'y a plus d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir te remercier encore.